Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono. Comme chaque semaine, émission en deux parties. On parlera handball dans la deuxième partie avec Thierry Foussard, conseiller de la présidente du comité de Vendée de handball à l'occasion du match de l'équipe de France féminine face au Brésil ce soir au Vendée-Space. Mais on va commencer dans cette première partie par revenir sur les résultats du week-end et on commence avec du football et la 50e édition du Mondial Football Montaigu qui s'est achevée ce lundi de Pâques avec les finales des challenges nations et clubs masculins. La finale du Challenge Nation opposait l'Angleterre au Japon au stade Maxis Bossis de Montaigu. Les Anglais en rouge qui avaient terminé premier du groupe B avec 3 victoires en 3 matchs qui se sont ensuite imposés en demi-finale face à la Roumanie au tir au but. Les Japonais ont quant à eux terminé en tête du groupe C avec 2 victoires à nul, puis ils ont battu la France en demi-finale 1-0. Pas de but durant les 80 minutes de cette finale qui se joue donc au tir au but. Une séance durant laquelle les Anglais se font remarquer par des attitudes assez peu sportives, notamment lors d'un arrêt du gardien britannique. L'Angleterre remporte cette séance 3 tirs au but à 2 et inscrit de nouveau son nom au palmarès de Montaigu. La France, vainqueur de la petite finale face à la Roumanie 2-0, termine 3e. Un peu plus tôt, sur le même terrain, avait lieu la finale du Challenge Club entre les Belges d'Anderlecht et l'Olympique lyonnais. Des matchs de 2 fois 25 minutes dans cette compétition. Ces deux équipes s'étaient déjà affrontées dans le groupe 2. Lyon l'avait emporté 3-1 et avait terminé premier du groupe avec un point de plus qu'Anderlecht. 0-0 à la mi-temps. À la 38e minute, Anderlecht ouvre le score grâce à Kenny Liema-Olinga. 15 minutes plus tard, égalisation lyonnaise par Kalis Mera. Un but partout, c'est le score final entre Anderlecht et l'Olympique lyonnais. Là aussi, il faut donc passer par la séance de tir au but pour départager les deux équipes. Et ce sont les Belges d'Anderlecht qui vont s'imposer 5 tirs au but à 4 et c'est un joli clin d'œil pour les 50 ans du tournoi puisque Anderlecht avait également remporté la première édition du Mondial de Montaigu. Le Stade Rennais termine 3e, les Girondins de Bordeaux 4e. La sélection de Vendée s'est imposée au tir au but pour un match de classement et termine 5e en battant le RC Lens. Et puis dimanche avait lieu la finale du Challenge Nation féminin. Là aussi ça se passait à Montaigu, une finale qui opposait l'équipe de France à celle des États-Unis. Chacune des deux équipes avait terminé en tête de son groupe avec 2 victoires en 2 matchs, les Françaises ayant même inscrit 9 buts sans en concéder un seul. Mais cette fois, les Bleuettes ont dû s'incliner sur le score de 1-0. Victoire donc des Américaines, un match qui s'est joué devant 3000 spectateurs. Le Japon termine à la 3e place, le Portugal 4e, le Mexique 5e et la Norvège 6e. On enchaîne avec du basket et la Ligue féminine, la 20e journée. Et avec une seule victoire sur les 9 rencontres précédentes et 3 défaites consécutives, l'équipe de La Roche-sur-Yon se devait de se reprendre samedi soir pour son dernier match à domicile de la saison régulière. C'était face à Charleville. Les Lyonnaises qui se sont bien repris. Le RVBC en rouge a livré une très belle prestation devant le public de la Halle des Sports des Oudéry avec tout d'abord un premier quart-temps remporté 25-19. Les Tigresses lyonnaises restent sur leur lancée dans le deuxième quart-temps. Elles poursuivent le festival offensif 29-18 dans cette deuxième période et donc un avantage de 17 points à la mi-temps, 54-37. Emmenées par une Timapouille étincelante, les joueuses de Manu Body déroulent. Elles accentuent leur avance de 8 longueurs dans le troisième quart-temps. Elles mènent alors 75-50. Face à une équipe de Charleville sans solution et qui a visiblement baissé les bras, le RVBC conclut la partie en beauté avec 25 points marqués et seulement 9 encaissés dans le quatrième quart-temps. La barre des 100 points est atteinte. Victoire 100-59 de La Roche avec notamment 35 points inscrits par Timapouille qui signe un nouveau record personnel. On va écouter les réactions des deux entraîneurs à l'issue du match au micro de Thibaut Grasset. Il fallait qu'on fasse le match qu'on a fait ce soir parce qu'on savait que la victoire était impérative. Donc on avait une énorme pression sur ce match-là. Voilà, et le groupe continuait de travailler et on sentait que ce match-là était hyper important. Et on l'a bien abordé et on a été bien du début à la fin. Donc quand j'ai mon équipe qui est comme ça, c'est compliqué de nous arrêter. Donc, mais le problème c'est qu'on l'a eu trop peu dans la saison et notamment à la maison. Donc c'est une belle victoire d'équipe parce que ce qu'on a fait défensivement les a vraiment perturbés. Et puis après derrière on a eu de l'adresse, on a eu une Timapouille extraordinaire ce soir. Voilà, mais il y en a plein d'autres, il faut vraiment féliciter toute l'équipe. Parce que c'est un vrai travail d'équipe qui a été fourni ce soir, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Donc ça fait du bien de regagner à la maison, quoi. Mais on abandonne trop vite, on déjoue trop vite, on respecte pas ce qui est demandé et on est ridicule. Enfin, à mon avis, on est ridicule tous. Voilà, je ne veux pas blâmer mes joueuses, mais aujourd'hui, on est tous dans le même navire.
on est ridicule. Mais on n'est pas à l'image de ce que le club mérite. On n'est pas du tout à l'image dans l'investissement. On n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut pour s'en sortir. Pas du tout. Si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'à un moment donné, le talent, il faut le mettre de côté dans ces moments-là. Il faut de la vista, il faut mettre les tripes sur le terrain. Les choses, elles viendront après. Le talent, il sait toujours ressurgir. C'est pas un problème. Mais c'est pas dans la dentelle qu'on aborde ces matchs-là. C'est le couteau entre les dents. Et c'est pas le cas. Et on regarde le classement, le RVBC 8e avec 8 victoires et 12 défaites. Il reste 2 journées avant les playoffs et les playdowns. La prochaine journée, ce sera le 19 avril. Le RVBC jouera à Tarbes avant un autre déplacement à Angers le 25 avril. Toujours en basket chez les hommes. Maintenant, en National 1 masculine, on est toujours dans la phase 2. Et dans le groupe B, Chaland s'est imposé à Besançon vendredi soir, 105-90. Les Chalandais 8e au classement, toujours à la lutte pour une qualification en playoff. Il reste 2 journées dans cette deuxième phase. Prochain rendez-vous vendredi soir à domicile face à Feur. Et puis dans le groupe C, l'équipe des Sables d'Olonne s'est inclinée à Pont-de-Cherhuis 98-79. Les Sablés 7e au classement. Encore 3 rencontres à disputer. La prochaine, ce sera samedi soir à domicile contre Kaisersberg. Du handball maintenant avec la National 1 masculine, la 22e journée. Pouzauges qui restait sur 2 victoires face à Massy et à Cesson-Rennes recevait Gien samedi soir à la salle de l'Étoile avec encore un petit espoir d'accrocher le maintien à la fin de la saison. Il fallait pour cela s'imposer face à cette équipe du Loiret dont l'un des joueurs reçoit un carton rouge dès la 12e minute. Pouzauges mène alors 5-3 et enchaîne avec 4 buts consécutifs pour mener 9-3. À la 18e minute, l'avance des Pouzaugais monte jusqu'à 8 buts à la 26e minute, 14-6. Mais Gien termine mieux cette première mi-temps et réduit l'écart qui n'est plus que de 3 buts après 30 minutes de jeu, 14-11 pour le PVHB. Les joueurs du Loiret reviennent à 2 longueurs en début de deuxième mi-temps, 16-14. Pouzauges réussit ensuite pendant de longues minutes à maintenir un écart entre 2 et 4 buts, mais reste sous la menace des visiteurs. Les Pouzaugais retrouvent 5 buts d'avance à la 48e minute, 25-20. Mais Gien reste dans le match, 25-22, puis 27-24 à la 58e. Poussé par son public, le PVHB ne lâche pas le morceau et s'impose finalement 29-25. Une 3e victoire consécutive qui permet de croire encore au maintien. On écoute les réactions des entraîneurs. On a super bien commencé, on a fait 25 premières minutes, franchement défensivement très très fort, on prend 6 buts je pense en 25 minutes, on est vraiment très performant. Et puis je pose un temps mort uniquement pour que ça reste stabiliser les choses et puis en fin de compte il se passe tout l'inverse. Et puis début de deuxième, fallait surtout qu'on reparte du bon pied, maintenir un écart et là ça a oscillé entre 2 et 4 buts, des moments des plus 2 pour nous, des plus 2 pour eux et c'est pour ça que je dis un petit peu les montagnes russes. Maintenant on a été solide parce que jamais ils sont revenus à notre hauteur, jamais ils sont passés devant, donc je pense que la victoire est méritée. Voilà la réaction de Steve Berger récoltée par Sandrine Pelletier. Vous entendrez la réaction de l'entraîneur de Gien dans la deuxième partie de l'émission où on parlera handball avec notre expert Michael Boucher. Au classement, Pouzauges grappille une place. Les Pouzaugais 12e avec un point de retard sur Rennes et Hennebont. Il reste 4 journées. La prochaine, ce sera samedi chez le leader Boulogne-Billancourt. Et puis en National 3 masculine, toujours en handball, le Slam s'est incliné à domicile lors de la 18e journée face à Obja, 33-40 à 4 journées de la fin. Ça se complique pour le Slam, 12e et dernier au classement. Prochain rendez-vous le 22 avril à Mêlée-du-Maine face à l'Union Sud-Mayenne-Huissery. Allez, des images de hockey sur glace maintenant avec les playoffs de Division 3. On jouait les 8e de finale retour samedi. Le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon en noir, affrontait l'équipe 2 de Bordeaux. Au match aller, les Lyonnais s'étaient imposés 6-4. Le Hogli qui ouvre le score à la 7e minute grâce à Valentin Jacques, 1-0. Une occasion ensuite pour Bordeaux, puis une autre pour le Lyonnais Andrew Donald. On passe à la 13e minute. Nikita Kliuev se présente face au gardien et envoie le palais au fond des filets, 2-0. C'est le score à la fin du premier tiers-temps. Dans le deuxième tiers-temps, plusieurs face-à-face perdus par les Aigles du Hogli, mais aussi plusieurs arrêts du gardien lyonnais sur des tirs bordelais. Pas de but dans ce deuxième tiers-temps, toujours 2-0 pour le Hogli. Dans le troisième tiers-temps, l'équipe de La Roche-sur-Yon accentue son avance avec un 3e but signé Andrew Donald à la 45e minute. Une minute plus tard, c'est Camille Rajnoa qui alourdit le score, ça fait 4-0. Bordeaux
n'arrive toujours pas à débloquer son compteur. Et à la 52e minute, on va retrouver Andrew Donald pour le doublé. Andrew Donald qui inscrit le 5e but de son équipe. 5-0, score final, victoire et qualification du Hogli qui jouera donc les quarts de finale de ces playoffs de Division 3. Mais il faudra attendre le week-end prochain pour connaître les adversaires. On écoute les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. Très belle opération. On a gagné déjà de 2 bouts de là-bas. Il fallait confirmer à la maison, donc c'est fait. Donc voilà, on peut être satisfait des résultats. On est sur le bon voie. Maintenant, il faut la confirmer jusqu'au bout de la saison. Parce que c'est à la fin qu'on compte. C'est toujours la partie de saison qu'on aime bien. Donc on est en play-off maintenant. Il faut qu'on trace notre schéma. On connaît la qualité de l'équipe de La Roche-sur-Yon. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui ont des bons automatismes, qui sont des gros, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc ce qui nous a fait mal encore une fois, c'est les avantages numériques. Tous leurs buts ont été marqués en avantage numérique. Et là, ils sont vraiment dominants. Et puis on n'a pas arrivé à les contrer dans cette espace de jeu. Par contre, nous aussi, on a eu des occasions. On a joué à 5 contre 3, 2 fois, et on n'arrive pas à marquer. Et puis on savait que La Roche, ça aurait été compliqué. Nous, on n'a pas lâché. On a eu beaucoup de mérite aussi de ne pas baisser les bras. C'était de dire, si on est perdant, il faut que La Roche dise, on a joué contre une bonne équipe et qu'on n'a pas rien lâché. Allez, on continue avec du volleyball et le championnat de National 3 masculine. C'était la 19e journée ce week-end et l'équipe de Bouferré s'est inclinée à Châtellerault 3-7-2, mais empoche tout de même 2 points. Bouferré toujours 11e et relégable à 1 point de Châtellerault. Il reste 3 journées. Prochain rendez-vous le 23 avril contre Bourges. Et puis toujours en volleyball en National 3 féminine. Là aussi, c'était la 19e journée et l'équipe des Landes Génusson s'est inclinée sur le terrain du CPBRN 3-7-0. La Eslandaise 11e et en position de relégable à 3 journées de la fin. Prochain match le 23 avril à domicile contre le leader Poitiers-Saint-Benoît. Du rugby maintenant avec le Stade Rochelais fraîchement qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup qui a délocalisé son entraînement de ce lundi à La Roche-sur-Yon. Accueilli par le club du FCY, l'équipe de La Rochelle s'est entraînée ce midi au stade Henri Desgranges. 350 enfants des écoles publiques de La Roche-sur-Yon étaient notamment invités et ils ont pu profiter de quelques initiations au rugby et d'une séance de dédicace. Un entraînement délocalisé qui s'inscrit dans le partenariat entre le club Rochelais et le club lyonnais qui avait déjà pu accueillir le trophée de la Champions Cup il y a quelques mois. L'objectif de ce type d'opération est notamment de développer le rugby dans le Grand Ouest. Je vous propose d'écouter les 2 présidents des 2 clubs, Vincent Marlingue pour le Stade Rochelais, David Ducou pour le FCY, au micro d'Alexandre Lenaour. C'est assez exceptionnel de pouvoir accueillir aujourd'hui le Stade Rochelais. Et puis surtout autant de monde autour de ça qui puissent voir en fait leurs idoles, les joueurs professionnels, c'est assez exceptionnel. Et quand ils sont venus présenter le Stade Rochelais la Coupe d'Europe au mois d'octobre, il y avait une petite frustration, en fait il n'y avait pas de joueurs et on s'est lancé un pari en disant et si on faisait venir l'équipe pour un entraînement. Et bien pari tenu, La Rochelle a tenu sa promesse et aujourd'hui ils sont tous là. Je suis vraiment très fier aujourd'hui pour tous les publics vendéens. On a du public, même de La Rochelle, je crois, qui est venu, d'autres qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à avoir des places à La Rochelle, donc ils viennent à La Roche-sur-Yon. Ça fait 7 ans qu'on est partenaire de La Rochelle, on fait des échanges pédagogiques, des échanges sportifs, et si on pouvait grandir ensemble et à leur côté, ça serait génial. Avoir fait venir toutes ces écoles là pour voir l'équipe du Stade Rochelais s'entraîner, c'est formidable pour la promotion du rugby et je pense que c'est important, oui. Le sport est un moyen, et le rugby en particulier, un moyen énorme d'éducation de notre jeunesse. On vient avec beaucoup de bonheur, de fierté, de rencontrer ce beau club de La Roche-sur-Yon avec un président et des bénévoles qui, je le sais, travaillent lourdement pour pouvoir faire vivre le rugby dans la région. Je crois que chacun peut aider l'autre à sa manière, et puis pour nos joueurs, de venir voir aussi ce que c'est qu'un club amateur avec des bénévoles comme... au service du rugby, je crois que c'est important de savoir d'où on peut venir. Et le Stade Rochelais, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un La Roche-sur-Yon quelque part. Et on termine avec du sport automobile et la 17e édition de la course de côte de Bournezeau. C'était samedi et dimanche avec des essais libres samedi, des essais chronométrés dimanche matin et la course dimanche après-midi. La course de côte est la plus vieille discipline du sport automobile en France. À Bournezeau, les concurrents évoluent sur un parcours de 1360 mètres. L'objectif étant bien sûr de rallier la ligne d'arrivée le plus vite possible. Différentes catégories représentées, les voitures fermées, c'est-à-dire les voitures de tourisme, et les voitures ouvertes où on trouve des
prototypes et des monoplaces spécialement conçus pour la course de côte. 75 pilotes étaient réunis sur cette épreuve, un nombre de participants très satisfaisant pour les organisateurs de l'association Bournezeau Sport Mécanique. Cette course de côte permet de marquer des points pour le classement de la Coupe de France de la montagne. Et vous l'avez peut-être vu en marge de la compétition, des démonstrations de drift et de voiturettes étaient proposées aux spectateurs. On va écouter le président de Bournezeau Sport Mécanique, c'est Olivier Gilbert au micro de Sandrine Pelletier. Nous, la particularité, donc ici, le parcours de Bournezeau, c'est un parcours très très rapide. On est sur une partie, je vais dire lente, mais pas très lente quand même dès le début, mais on est vraiment sur une fin de parcours très rapide. Aujourd'hui, les pilotes à Bournezeau prennent sur l'arrivée quasiment 200 km/h, donc voilà, c'est vraiment la particularité. Après, voilà, il y a d'autres épreuves en France où c'est beaucoup plus sinueux, on est vraiment dans des régions montagneuses. Bournezeau, c'est voilà, c'est du rapide, et on privilégie aussi l'accueil des pilotes, tout ça, pour que ça se passe bien et dans de meilleures conditions. Donc ça, on appelle Coupe de France de la montagne, et c'est vrai qu'un petit peu les pilotes, quand ils arrivent ici, ils rigolent un peu parce qu'on n'est pas forcément dans une région montagneuse, mais ça s'appelle quand même Coupe de France de la montagne. Et voilà, on y tient quand même. En Vendée, à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'une course de côte, c'est Bournezeau. Il faut savoir quand même qu'il y a eu plusieurs courses de côte auparavant. Il y a eu la Verrie, il y a eu pas très loin de chez nous, en Maine-et-Loire, il y a la Pommeraye qui est en championnat de France. Donc on est quand même répertorié dans les courses de côte, même si on n'est pas vraiment sur des grosses montées. Et on arrive à la fin de la première partie de 85 chronos. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie où on parlera handball avec Thierry Foussard du comité de Vendée de handball. A tout de suite.